Pour ceux qui ne sont pas tombés de salle, comme je disais, j'ai quelques images au début pour parler de ce que peut être la méditation à partir de choses qui n'ont rien à voir avec la méditation mais pensées sur le cerveau. C'est une démarche qui me paraît assez intéressante. En gros, donc on est d'accord, neurosciences, méditation, ici c'est le cadre et attention. En fait, il y a deux façons de s'y prendre quand on veut savoir. Je passe pas par la bonne porte. Non, ça dépend si vous voulez voir moi ou quelqu'un. Je viens de voir. D'accord, non, c'est la très bonne porte. Donc en gros, si vous voulez savoir ce que fait un cerveau pendant une pratique méditative, par exemple, vous avez deux façons de vous y prendre. Soit vous allez faire comme Antoine, c'est-à-dire prendre un cerveau avant qu'il ait médité, et le prendre par exemple après 3 semaines de méditation intense, en fonction de la pratique qui est utilisée, et voir s'il y a des différences. Ou alors vous allez demander à quelqu'un comme Mathieu Ricard de se mettre dans, je sais pas, de pratiquer certains types, et donc vous allez scanner son cerveau pendant, et vous allez voir ce que ça donne, en quoi il est différent d'un autre cerveau. Enfin, ça c'est tout un courant de recherche qui est le courant de recherche le plus développé sur le cerveau méditation. Une autre façon de s'y prendre, c'est de dire, bon, oublions, mais mettons de côté pour l'instant tout ce qui se sait, toutes ces études-là, et essayons de déduire ce qu'on sait du cerveau, comment il peut fonctionner, ou ce que ça peut lui faire de se mettre sur un coussin. Enfin, pas l'intérieur du corps. Ce qui est un petit peu ce que je vais développer ici, au moins dans un premier temps, parce qu'après j'aimerais vraiment qu'il y ait une interaction, prendre des questions, etc. Vous allez voir que je vais en arriver, parce que j'ai parlé... Non, je vais en faire des comptes. Dans les à un moment, j'ai dit, par exemple dans les écoles, je dois parler d'attention et de méditation sans jamais parler de méditation. Donc là, le terme clé qui fonctionne bien, c'est le sens de l'équilibre. Sens de l'équilibre, auquel je rajoute attentionnel. Et il me semble que dans certains types de méditation, peut-être les plus courants, il y a quand même cette recherche d'une forme d'équilibre, c'est-à-dire qu'à chaque moment, vous avez une déviation possible, que ce soit dans une technique d'attention très focalisée de type shamatha et autres, ou même dans une attention beaucoup plus ouverte, il peut y avoir à un moment un effondrement de l'attention, du champ attentionnel, et que vous allez compenser tout de suite. Donc il y a toujours cette idée de remarquer quelque chose très tôt et de compenser. Donc en fait, quand on parle de sens de l'équilibre et de sens de l'équilibre attentionnel, ça parle à tout le monde, c'est très clair, et à aucun moment vous avez utilisé le mot méditation, mais en fait vous ne parlez que de méditation. Donc vous avez plusieurs niveaux plusieurs façons de porter votre attention, et certaines vont être, par l'habitude, donc privilégiées, par exemple la sémantique, et c'est ça qui va poser le problème. Donc par habitude, on va privilégier un mode de relation au monde et un mode de réaction qui va devenir réflexe et très rapide. Et c'est ça qui va poser le problème, puisqu'en fait, pour faire l'exercice, donc revenons à cet exercice de Stroop, ce qu'il va falloir, c'est donc changer de réaction, et ça va demander de suivre et de mémoriser une consigne. Une consigne qui n'est pas naturelle et qui peut être aisément oubliée. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on vous dit que pour faire cet exercice, dès qu'il se passe A, vous devez réagir de la manière B. Et comme ce n'est pas automatique, vous devez le maintenir. Si A, alors B, si A, alors B, si A. Et là, peut-être que ça commence à vous rappeler des choses. C'est-à-dire que la première fois qu'on apprend à méditer, quand on se pose sur un coussin, on a une consigne. On a une consigne qui peut être, par exemple, vous portez votre attention sur la respiration, et dès que vous remarquez que votre attention n'y est plus, vous la ramenez. En fait, c'est une consigne qu'il faut maintenir en mémoire. On sait, enfin, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais le fait de maintenir ces consignes en mémoire, ça occupe une région à l'avant du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, qui est extrêmement sensible à toute distraction. Et j'aime bien comparer ces mémoires à les bougies sur un gâteau d'anniversaire que vous avez dehors dans un jardin avec le vent. C'est très difficile de la maintenir. Cette mémoire, elle disparaît extrêmement facilement. C'est le coup d'arriver dans sa cuisine, tiens, j'étais parti chercher un couteau, enfin, je ne sais plus ce que j'étais parti chercher dans la cuisine. On a un truc en tête, on est pensé à ça, puis on l'oublie. Et c'est exactement ce qui se passe quand on est sur le coussin, parce que finalement, au moins au début, il y a quelque chose à faire, attention sur la respiration, puis d'un coup, je pensais complètement oublier la consigne. Puis à un moment, vous réalisez quand même que vous êtes assis sur un coussin, qu'il se passe des choses, ah oui d'accord, etc. Donc, mais c'est pas très efficace en fait de faire appel à ce maintien de consigne en mémoire. Ça ne marche pas très vite. Parce qu'il y a un oubli facile. Il y a une autre raison, pour laquelle il vaut mieux réagir de manière réflexe, acquérir des réflexes que de procéder selon ces consignes.
c'est, je vais vous expliquer pourquoi, c'est une question de vitesse. Et là encore, je prends un exemple qui est celui de la lecture, mais qui à mon avis a des conséquences assez vastes. Il y a dans le cerveau un endroit, ici c'est ce qu'on appelle le cortex visuel, donc ça réagit à... C'est ce qui nous aide à voir, c'est l'arrière du cerveau. Là c'est l'avant, il y a le front, le nez, là c'est l'arrière de la tête. Puis ici, il y a ce que des gens comme Stanislas Dehaene, qui est prof au Collège de France sur les neurosciences cognitives, appellent la boîte aux lettres du cerveau. Donc c'est une agent assez crucial pour la lecture. Alors je vais tout de suite vous montrer. Voilà. Donc voilà le type d'enregistrement qu'on fait. On présente à une personne, c'est très simplifié évidemment, mais quelque chose comme ça, SU, sur un écran. Donc de la même façon qu'il pourrait y avoir marqué jaune. Et puis on enregistre cette région, puis ce qu'on voit c'est que elle réagit. Elle réagit de façon réflexe, automatique, c'est-à-dire qu'en moins d'une demi-seconde, là 500 millisecondes c'est une demi-seconde, en moins d'une demi-seconde elle a réagi, elle a participé à cette conversion jaune, voilà, de prononciation. Donc là il y a un automatisme. C'est le type d'automatisme qui va vous gêner lorsque vous êtes en train de faire la tâche de stroke. Une demi-seconde, quand même extrêmement rapide. Maintenant, vous demandez à une personne qui ne parle pas japonais, vous lui montrez ça. Et vous enregistrez la réponse de la région, il ne se passe rien. Il n'y a rien du tout, non. Ce qui n'est pas complètement étonnant, parce que justement, il n'y a pas de prononciation, ça ne se prononce pas. Et puis, évidemment, le truc auquel on pense tous, c'est mais qu'est-ce qui se passe si la personne apprend à prononcer ce caractère? Donc j'apprends à prononcer ce caractère, donc on laisse quelques minutes, une dizaine de minutes la personne avec la prononciation de ce truc. Je ne sais plus si c'est sous ou non. Donc c'est les caractères japonais type katakana, hiragana. Et on lui dit, ça se prononce de telle façon. Ça se prononce de telle façon, ça se prononce de telle façon. Donc on lui demande d'apprendre la correspondance jusqu'à ce que ça ne lui demande plus vraiment d'effort quand elle voit, quand elle voit ce caractère d'associer à la prononciation. Ça, et puis on va enregistrer l'activité de son cerveau et on voit, j'ai anticipé, on voit ça. C'est-à-dire que la fameuse région va réagir. Donc il y a une association, le cerveau a appris à réagir, il a appris à réagir à ce stimulus, ce nouveau stimulus. Il a appris à réagir, mais grande différence, et en fait c'est là que tout se joue. Vous voyez que par rapport à la lecture donc experte, donc les milliers d'heures passées à lire des syllabes, eh bien cette réaction du cerveau, de cette région du cerveau, c'est en fait est plus tardive dans le temps. Alors, vous voyez, on est un petit peu dans le détail, en apparence. Là, on est donc calé sur la demi-seconde. Là, on est beaucoup plus tôt que la demi-seconde. On a peut-être gagné 2 dixièmes de seconde. On est passé de 500 millisecondes à 300 millisecondes. So what? Eh bien, là, en fait, ce temps-là est extrêmement important. Il est extrêmement important parce que le rythme de la vie mentale, le rythme auquel le cerveau réagit aux événements qui sont autour de lui, est justement quasiment toujours situé dans des temps qui sont inférieurs à cette demi-seconde. Et je vais essayer de vous en convaincre avec un exemple qui est très simple, qui est celui des déplacements du regard. Quand vous regardez autour de vous, le regard se déplace naturellement au rythme de 3 à 4 fois par seconde. Et même si vous êtes en train de pointer, de placer votre regard et de le poser, de le fixer, en fait, il y a ce qu'on appelle des micro-saccades, des tout petits mouvements, qu'on peut voir si vous fixez 1 mètre très précisément. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une sorte de petit tremblement. Donc 3, 4 fois, 5 fois par seconde, le regard va bouger. Et pourquoi est-ce que le regard bouge? Le regard bouge parce qu'il a assez d'informations qui passent ailleurs. Donc c'est une sorte d'échantillonnage du monde qu'on a autour de nous, donc qui en l'occurrence est un monde visuel, et qui après se manifeste également de la même façon sous l'angle auditif. Quand on parle au rythme de 3, 4 mots par seconde. Donc il y a cette espèce de rythme, de cycle qui dure à peu près 1/3 de seconde, certainement moins qu'une demi-seconde, et qui en fait vont faire qu'il y a une énorme différence entre ces deux situations, puisque là, l'apprentissage fait que pendant ce cycle, vous avez le cerveau va naturellement avoir le temps de réagir de la bonne façon. Alors que s'il faut maintenir une consigne, c'est-à-dire ah oui, ça se dit, ça se prononce comme ça, c'est trop tard. Donc c'est toute la différence entre une approche intellectuelle et une approche réflexe ancrée, incorporée. Et il me semble que s'il y a un élément qui est très important dans la pratique, dans une pratique comme celle qui sont développées ici, par rapport à d'autres stratégies, par exemple pour
réagir à des émotions, à des pensées particulières, c'est que justement, vous ne passez pas par un code, par une consigne à mettre en œuvre, par une liste de choses à faire. Ah oui, c'est vrai, je reconnais que machin était méchant avec moi et ça me rend malheureux, alors dans ce cas, je dois réagir de telle façon. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ça passe par un décalage de ces réactions de ce temps-ci à ce temps-ci, donc un léger décalage dans le temps, mais qui va prendre des centaines d'heures. Des centaines d'heures à être confronté au même stimulus et y réagir d'une certaine façon pour finir par dévier, par changer réellement la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive. Voilà, donc réagir selon une consigne, c'est réagir de manière lente et aléatoire, mais c'est l'étape indispensable, c'est quand même une étape indispensable pour finir, à force de pratique, pour réagir de manière réflexe après des centaines d'heures de pratique. Alors, donc pour revenir, je crois que c'est ça, conséquences pour l'attention et la méditation. Je ne sais pas qu'on va terminer, j'espère. Donc, imaginez, vous avez donc une pensée, une émotion, une distraction qui survient. Il va y avoir une capture réflexe de l'attention, et cette capture de réflexe de l'attention, elle va avoir tendance à s'orienter sur des dimensions qui sont un petit peu de haut niveau, dimensions sémantiques ou émotionnelles, ce qu'on vit tous. C'est tout d'un coup, on a peut-être l'image de quelqu'un qui dit « Ah mince, il faut que je le voie, oui, il m'a mal parlé hier, machin, etc. » Et donc, le stimulus lui-même est associé et traité sur ces plans quand même assez évolués, émotionnels, sémantiques, etc. Un petit peu comme je vois le mot rouge, comme ça, je vois ces enchaînements de ces formes en fait, et je l'interprète à un assez haut niveau, de façon compliquée, rouge. Mais il ne faut pas oublier, et ça c'est vraiment intéressant, c'est quelque chose que le cerveau va réagir de façon extrêmement globale à un stimulus comme ça, que ce soit une émotion et autre, avec des dimensions qui vont être traitées par des endroits différents du cerveau. Donc il y a plein de petits réseaux de neurones qui vont chacun traiter un aspect. Et par exemple l'émotion, ou la pensée qui a une connotation émotionnelle, cette émotion, elle va aussi avoir une résonance au niveau du corps. Il va y avoir une densification de certaines zones, une crispation, etc. Donc vous avez aussi ces aspects très physiques de ce qui vous arrive, donc qui ne sont pas du tout sémantiques, mais très physiques, voire même, ça peut aller jusqu'à une spatialisation, c'est-à-dire qu'une certaine zone de l'espace va tout d'un coup prendre une importance particulière. Cette pensée, vous allez dire, ah oui, j'y pense plutôt là, plutôt que là. Vous voyez, donc des éléments de très bas niveau sur lesquels il est possible de réorienter l'attention. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer ce qui vous arrive sous un plan sémantique et émotionnel, juste rediriger l'attention sur « Ah oui, tiens, hop, une légère déviation de mon attention, une capture, une sensation corporelle plutôt là ». Et j'ai l'impression qu'au moins dans certains types de méditation, ce qu'on apprend, c'est cette réorientation réflexe, un petit peu, donc vous avez en fait, où c'est pas tellement le contenu de la pensée, c'est plus son aspect plus énergétique, dans le sens où ce qu'elle va provoquer comme réaction, notamment au niveau corporel, qui va être mis en avant. Et à partir du moment où, dans ce cas, vous avez cette espèce de force dans le sens où elle a un effet sur votre corps, vous allez pouvoir y réagir au même niveau, à un niveau presque corporel ou de respiration. Donc il y a beaucoup ça, j'ai l'impression. Donc voilà comment, en partant de la lecture, on peut en arriver, je pense, à tirer des choses sur ce qui se passe réellement dans le cerveau pendant la méditation. Je ne sais pas si j'ai quelque chose après, mais du coup ça me permet... Voilà. Donc à partir de là, on peut en déduire, puis après promis je prends les questions, une sorte de entraînement de l'attention, même chez les plus jeunes, qui finit par s'apparenter à un enseignement de la méditation, mais qui en fait est toujours présenté depuis le cerveau, c'est-à-dire en disant, les gars, le cerveau il fonctionne comme ça, donc de toute façon vous n'avez pas le choix. Donc si vous voulez maintenir votre attention, la stabiliser, il va falloir faire ceci, et finalement vous donner des instructions de méditation sans avoir jamais parlé de méditation. Et par exemple, de façon extrêmement concrète, l'un des points d'entrée là-dedans, c'est le regard. Donc comme je vous dis, le jeu, c'est d'essayer de déplacer l'attention de certains aspects de ce qui m'arrive sur d'autres aspects. Par exemple, quelqu'un se tourne vers moi, donc je perçois en périphérie un visage, que je reconnais assez facilement comme un visage, parce que c'est facile pour un cerveau de détecter un visage. Donc normalement, le réflexe, c'est de me tourner et d'engager la conversation, ou d'évaluer l'expression qu'il y a sur ce visage, et d'adapter mon expression faciale, etc., et de m'engager dans tout un jeu social par rapport à ça. Mais en fait, si vous faites ça,
Il y a également autre chose qui se met en jeu, donc une autre dimension, qui est que ce regard va donc capturer mon attention et va aussi entraîner un déplacement du regard. Pourquoi? Parce que dans le cerveau, notamment à la partie arrière, les réseaux chargés de l'orientation dans l'espace de l'attention visuelle et du regard sont extrêmement couplés. C'est fait pour que quand quelque chose attire votre attention, tout de suite vous regardiez et vous vous tourniez vers ce qui vous arrive. C'est un mécanisme de survie, ça permet de prendre plus d'informations, de mieux réagir, etc. Donc au moment où mon attention est capturée par un stimulus externe, mon regard va avoir tendance à dévier et en général, si c'est un petit peu loin, si le déplacement du regard ne suffit pas, en général vous avez la tête qui suit également la posture, l'orientation de la posture. Donc ça permet comme ça de donner des points d'observation aux enfants, mais en fait aux adultes aussi, de dire, de ressentir plutôt que de réagir au visage, vraiment, tiens, l'engager tout ça, de placer plutôt la conscience sur ses forces de mise en tension. Et c'est à ce niveau-là que justement que va se produire la réaction, qui est à partir du moment où il y a une mise en tension, donc mon regard bouge, et ben je vais relâcher cette tension, et donc je vais ramener. Donc en fait, la tension est stabilisée sous forme corporelle. Donc je commence à partir, je commence à être dévié, et j'en ramène. D'où ces images de cerveau funambule, où là c'est une représentation de Kodo Sawaki, vous savez, qui était le maître de Taizen Shimaru, qui est arrivé avec le zen dans son sac à dos en France. Donc avec cette idée que le contrôle de l'attention va passer par un suivi et une certaine conscience d'une certaine peut-être de verticalité, et que hop, vous allez avoir une déviation. Exactement comme un funambule sur un fil, lui qu'est-ce qu'il doit faire? Donc se concentrer, ça ne va pas être un effort de force, hein, il ne va pas froncer les sourcils, c'est plutôt un effort subtil, il va aiguiser une sensibilité au premier signe de décalage. Je commence à tomber, tout de suite je me remets. C'est pas une fois que je suis tombé que je me remets sur le fil, il faut remarquer tout de suite. De la même façon, et ça passe très bien auprès des enfants, pour rester concentré, il faut remarquer très tôt le mécanisme de distraction, ce déplacement, et c'est à ce moment-là que vous pouvez compenser, parce qu'après, vous êtes déjà engagé, vous êtes passé à autre chose, vous avez oublié qu'il fallait rester concentré. Donc c'est aiguiser ce sens, aiguiser cette observation, tout le temps. Donc ça, c'est une des pistes, par exemple, qu'on utilise. Et puisque j'ai un public un peu particulier ici, mais vous pourrez remarquer, je l'ai abordé tout à l'heure, le fait qu'il s'agit là de distractions externes, mais les distractions internes également s'accompagnent d'une sorte de déviation, qui peut être une mise en tension, par exemple, des muscles du visage. Si vous imaginez quelqu'un, et puis il y a une émotion va se traduire par peut-être un changement d'expression faciale, donc votre visage va réagir un petit peu. Légère mise en tension, là encore, il y a une sorte de spatialisation, crispation, etc. Vous pensez à sortir, ou à aller à un autre endroit, le corps va s'orienter un petit peu. Donc ça devient, au fur et à mesure de l'observation, en fait, la sensibilité devient de plus en plus subtile et on détecte vraiment des mises en tension de plus en plus précoces. Et là, ça devient vraiment facile de les compenser. Donc il y a tout le développement d'un sens de l'équilibre qui me paraît vraiment extrêmement proche d'une technique de méditation. Particulièrement dans la tradition zen, notamment le zen soto, où il y a un accent mis sur la posture, où là vraiment, c'est par la déviation par rapport à la posture que vous ressentez les mouvements de l'esprit, que vous les stabilisez comme ça. Et ça donne, alors je ne sais pas si c'est l'interprétation correcte de cette phrase, mais le maître Dogen, quand on lui demandait, il y a cette fameuse histoire où il revient de Chine, où on demande, voilà, quel est le vrai zen, quelle est la signification du vrai zen, voilà, comment résumer le vrai zen, il dit le nez droit, le nez vertical, les yeux horizontaux. Pour lui, c'est ça le zen. Et en fait, ça fait un certain écho par rapport à ça, à tous ces réseaux de couplage entre attention, posture, etc. Parce que vous avez effectivement, dès que l'esprit, l'attention commence à s'éparpiller, à être aspiré, capturé, vous avez effectivement cette perte de contact avec cet équilibre, et une perte de verticalité, perte d'horizontalité. Si c'est tôt, vous remarquez. Bon, je vais arrêter là-dessus, et peut-être prendre autant de questions que vous voulez. Puisque si c'est un atelier, on peut faire un exercice, puisqu'il y a autre chose aussi, comme vous voulez. Peut-être prendre des questions. Ou peut-être je vous soumets un exercice. Je vous soumets un exercice pratique. C'est un exercice pratique où là encore on part du regard pour essayer d'en finir avec cette dissociation entre mon attention est soit dans le monde extérieur, soit dans le monde intérieur. On
sait tous que quand on a commencé, surtout pour les petits, quand on commence à partir dans la lune, être dans les pensées, il y a une perte de vue du contexte dans lequel on est. Le monde entier disparaît parce qu'on est dans ces machins. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité dans la mesure où il est possible de laisser le processus de pensée se développer tout en restant en contact avec le monde extérieur. Et l'exercice que je peux vous proposer par rapport à ça, c'est d'utiliser le regard. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Si vous regardez autour de vous, par exemple vous marchez dans la rue, ou pas dans la rue ici, votre regard, là encore spontanément, va se déplacer. Et bien fatalement, à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, une émotion, une pensée, une pulsion, une envie, tiens, j'aimerais bien faire ça, fatalement votre regard est quelque part. Vous êtes fatalement en train de regarder un endroit donné. Sauf si vous avez les yeux fermés, mais si vous avez gardé les yeux ouverts. Et dans ce cas-là, en fait, vous pouvez, comme ça, le long de votre petite marche, associer cette pensée, cette envie, cette émotion à cet endroit-là. Et vous pouvez, comme ça, en fait, faire des espèces de petites trajectoires. Donc, une fois que vous avez fini votre petite marche de 20 mètres, ah bah oui, quand j'étais là, à ce moment-là, à cet endroit-là, j'ai pensé à ça. Et puis ma pensée, elle a duré le temps de regarder de là, là, là. Et puis ensuite, elle a disparu. Donc, si vous faites ça, forcément, vous êtes encore dans le monde extérieur puisque vous continuez à regarder autour. Mais en même temps, le processus de pensée, il va se développer. Alors, il ne va pas forcément vous entraîner, vous faire perdre complètement pied. Justement, il va avoir tendance il va se développer de façon réflexe, mais cette perte de contact avec le contexte ne va pas se produire. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire. Ce qui est intéressant aussi dans cette pratique d'observation de son regard, c'est que le regard, comme la respiration, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, mon intuition, c'est qu'on prend la respiration pour objet dans la méditation. Une des raisons pour lesquelles on le fait, en dehors de son aspect calmant et autres, c'est que la respiration est un de ces phénomènes physiologiques qui peut se produire aussi bien qu'on y fasse attention ou non. Si vous faites attention à votre respiration, vous pouvez la contrôler, mais si vous arrêtez de l'observer, elle continue à respirer. Peut-être avec un lien qui est plus fort encore que les battements du cœur, parce que les battements du cœur, finalement, à moins d'avoir développé une pratique spécifique pour ça, les battements du cœur sont quand même assez auto, donc c'est dur de les contrôler. Donc la respiration, il y a au début, quand vous portez votre attention sur votre respiration, une sorte presque de réflexe de j'observe donc je contrôle. Hein, on a tous expérimenté ça. Et en fait, il y a tout ce développement de l'observation sans contrôle qui est assez fin, qui permet d'approcher le lâcher prise, de laisser faire les bons automatismes. Et ben, c'est la même chose avec le regard. Le regard, c'est pareil. Votre regard, si vous arrêtez de surveiller les placements de votre regard, naturellement, il va continuer à faire sa vie. Il ne va pas tout d'un coup s'arrêter. Donc il y a aussi ce jeu de commencer à observer sans contrôler. Donc c'est un autre point d'entrée vers ces phénomènes et vers ce lâcher prise. Et une autre raison pour laquelle j'aime comme ça partir du regard, c'est que vous avez, de par ce rythme de déplacement du regard qui sont, donc comme je disais, 3-4 fois par seconde, en fait ça va vous saucissonner ce qui se passe dans votre tête et en vous, à ce grain-là, extrêmement fin, qui est celui finalement de ces cycles de la vie mentale. 3-4 fois par seconde. En moins d'un quart de seconde, il ne se passe pas grand-chose, enfin il se passe c'est un peu unique ce qui se passe dans le cerveau. On n'a pas le temps de mettre en place beaucoup de processus cognitifs. C'est une sorte de grain un peu unitaire. Il y a des raisons pour lesquelles effectivement c'est un grain. Une émotion, vous n'allez pas avoir deux émotions en même temps dans ce même quart de seconde, c'est-à-dire dans la même durée de fixation. Donc ça apprend comme ça à avoir une relation à sa vie mentale et à sa vie interne avec une fréquence d'observation qui est assez élevée et qui permet quand même ça de décomposer et en décomposant de couper beaucoup de choses et de se ramener beaucoup dans le présent. Donc voilà, donc comme c'est atelier, il y a un aspect un peu pratique comme ça. Alors je sais pas si on va le faire maintenant, mais vous pouvez vous amuser comme ça à déjà observer les déplacements spontanés de votre regard quand vous êtes dehors ou même face à d'autres. Hein. Vous allez voir comment votre regard est attiré par d'autres visages. Au contraire, si quelqu'un vous regarde droit dans les yeux, votre regard va peut-être avoir tendance à l'éviter. Donc il y a ces forces en fait qui jouent sur l'attention et que vous allez remarquer à travers le regard. Donc ça c'est une chose. Et puis ensuite, vous avez cette possibilité donc d'appréhender, de spatialiser vos pensées, votre monde interne. Tiens, j'ai pensé à ça, ce ressenti à cet endroit. Puis ensuite ça évolue, ensuite plus rien. Ensuite j'étais là. Vous voyez ce que je veux dire? On casse un peu ce mode où c'est externe ou interne, et on est plus dans quelque chose de externe et interne.
Comme ça, vous avez ce jeu d'observation qui, là encore, comme dans toute bonne technique de méditation, ne consiste pas à écraser les pensées, mais à plus observer le phénomène spontané. Voilà. Donc voilà, prenons des questions. Oui, moi j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure en plénière. Oui. Quand vous disiez que, du coup, en s'adressant à des acteurs, on va dire, institutionnels, comme l'éducation nationale, etc., il fallait faire attention au terme méditation, parce que, bon, il pouvait y avoir des réactions. Voilà. Et alors, où j'ai été étonné, c'est que justement, là on voit bien que des lieux comme Kermaning, qui justement veulent toucher le plus de gens possible avec des pratiques utiles sociétalement, vont axer sur la mindfulness, la pleine présence, etc. Donc ça veut dire qu'en fait ils misent sur le fait que la pleine présence est un petit peu rentrée dans les mœurs, et que du coup les gens en ont une acception laïque, et donc vont être plus réceptifs et peut-être franchir la porte de ce genre de lieu et s'y mettre plus facilement. Donc c'est vrai que moi je traduisais plutôt la pléthore d'articles sur le sujet dans les médias comme quelque chose de positif pour des personnes qui souhaiteraient amener ça, justement faire évoluer ce genre de pratique et notamment rentrer dans des lieux institutionnalisés. Et finalement, vous avez l'air de dire que c'est quand même l'inverse, c'est que finalement, même ces nouvelles approches très laïques restent cabrantes pour les... Alors, oui, en fait, ça dépend de l'objectif. Je pense qu'il y a eu une évolution, c'est-à-dire que quand même, globalement, il y a beaucoup moins de gens qui sont opposés à ce type de pratique. Je pense que les gens sont beaucoup plus ouverts qu'avant. Par contre, si on arrive dans une classe et qu'on propose d'emblée des ateliers d'entraînement de l'attention, etc., là, le but, c'est quand même de toucher tous les élèves. C'est pas qu'il y en ait un tiers de la classe qui s'en aille en disant désolé, moi je fais pas de ça. Et c'est peut-être pour ce tiers-là, enfin le chiffre, c'est au hasard, hein. Mais il y a un petit résidu quand même qui reste gêné par l'association, soit religieuse, soit New Age, qu'on traîne depuis quelques années. Mais je suis d'accord qu'il y a une évolution. Dans le cas de grands élèves, alors, qui ont déjà ce... non, même les petits, parce que c'est pas les élèves, c'est les parents. Ou les incites. Ou les directeurs d'école. Et alors, l'autre chose, c'est qu'il y a quand même, je vois quand même deux fronts d'onde, on va dire. C'est-à-dire que, donc il y a le premier qui est positif, qui est une sorte de... Donc c'est ce qu'on disait, hein, c'est que les gens comprennent de plus en plus que, bah oui, c'est une pratique d'attention, enfin, entre guillemets, c'est assez neutre au niveau religieux, mais c'est vrai que je commence à sentir, et j'en parlais avec Antoine, et lui aussi le sent, et un peu aux États-Unis aussi, une sorte de, comme tout fait, il y a eu un phénomène de mode, faut pas dire, les aspects négatifs. C'est-à-dire que les gens sont un peu gênés quand ils voient un livre avec marqué en gros, en bandeau, le livre de méditation le plus vendu, plus d'1 million d'exemplaires vendus, voilà, comme si c'est le meilleur, c'est le machin, enfin tout un business qui se monte autour. En l'occurrence, alors voilà, moi j'aime beaucoup Christophe André, j'apprécie énormément ce qu'il fait dans le sens de diffusion, de popularisation et tout, je pense qu'il fait un travail utile. Je pense que c'est pas de sa faute, je trouve que c'était un bouquin de lui. C'est plus les éditeurs derrière qui voient l'argent qu'il y a à faire. Et ça, pareil pour les journaux qui essayent d'en vendre au maximum. Enfin, tout le temps, et je sens une sorte de nausée. Arrêtez, sortez-nous autre chose, mais là, on veut un peu de fraîcheur. D'accord, mais une nausée du coup qui serait plutôt imputable à l'aspect fric qu'à l'aspect finalement religieux. Ouais, beaucoup plus, voilà. Ou dans l'éducation nationale, c'est la laïcité. La laïcité, oui, parce que voilà, ça dit, oh là là, c'est quoi? Pas de religion, c'est quand même religieux. Mais là, je pense qu'il y a une éducation, les gens sont en train de... Ça bouge. Et puis après, il y a un autre aspect qui est que les enseignants eux-mêmes, s'ils veulent faire des ateliers de méditation, franchement, à l'école, on va faire de la pleine conscience, c'est pas si facile. Enfin, il faut un enseignant qui soit motivé, qui soit formé, etc. Donc, il faut quand même des gens motivés, formés. Ce qui n'est pas si facile. Des élèves, c'est là pour des grands, oui. Pour toi, méditation, enfin, tout type d'exercice en approchant, est synonyme d'ennui en apparence, c'est-à-dire qu'ils n'y vont pas de plaisir dans un premier temps. Ouais. Ils ont l'impression que c'est parce que leur enlever leur personnalité, leur joie, leur exubérance. Il faut tous les a priori. Alors voilà. Parce qu'il y a un nom qui est connu et qui a des a priori associés. Voilà, mais c'est la façon d'approcher, de transmettre ça qui est fondamentale pour qu'ils puissent trouver du
Si vous avez un directeur d'école qui est motivé, quelques enseignants qui sont hyper motivés, je pense que ça va super bien marcher. Donc même si vous allez peut-être perdre quelques enfants en route, mais peut-être que par pédagogie, on va voir les parents en leur expliquant. Mais il faut vraiment des personnes, des bonnes personnes. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir la vague des parents pour pratiquer des ateliers d'attention en classe? J'en suis pas sûre, parce que de toute façon, ça fait partie, je veux dire, dans les programmes de l'éducation nationale, des objectifs qui sont en corrélation avec ce qu'on fait quand on fait la pleine conscience de l'attention. Ah, mais vous pouvez jamais exclure les parents. Je veux dire, ça fait partie des ateliers qui permettent d'avoir des outils pour favoriser la mémoire, etc. Alors, ok. Pas indispensable. Je voudrais juste revenir en arrière, si vous permettez. C'était ce qui me motivait pour venir t'écouter. Oui. Parce que, effectivement, le problème de l'attention est un problème fondamental, surtout pour les jeunes enfants. Moi, je voudrais connaître le protocole que tu utilises, parce que je suis étonné. On ne parle pas de méditation, on parle de la méditation. Là, je reste dans le flou par rapport à ce que tu as développé. Ce qui m'intéressait, c'est enfin, voilà, on ne parle pas de méditation, on a une autre approche. Donc, quel est ton protocole? Protocole pour présenter aux directeurs d'école, aux enseignants, et deux, protocole pour les enfants, quels sont le ou les types d'exercices que tu mets en place? C'est ça qui m'intéresse. Alors, le protocole, donc compléto concret. Voilà. Le protocole, en gros, c'est une vingtaine d'heures. C'est 20 séances d'une heure. Il est encore en train d'être développé. On a fait 1 an d'expérimentation. Et puis, pendant 3 ans, on va améliorer les exercices au fur et à mesure. On peut dire qu'il a 4 composantes principales. La première, qui est une présentation générale du cerveau, très simple. Il y a une petite bande dessinée qui sert de fil rouge. On leur explique, en fait, c'est pour leur montrer comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on est plus intéressé, on a tendance à plus être attentif à ce qui nous intéresse. Comme ça, le dessin animé, pourquoi. Donc, c'est à montrer que l'attention, ce n'est pas une force magique, il y a un phénomène biologique qui explique les lois de l'attention. Donc ça, on passe quelques séances là-dessus. Premier quart. Deuxième quart, on va passer en vue les types de distractions et comment y réagir. Donc là encore, il y a une sorte de fil rouge qui est la poutre. Je suis sur une poutre et j'essaie d'aller d'un point A à un point B sans tomber. Donc tomber étant, je me laisse distraire. Donc les forces de distraction, distraction externe, on fait un petit peu l'inventaire, distraction interne, et là par exemple on a un acronyme, rappel, regard, attention, posture, pensée, extension et lâcher prise. Donc chaque lettre en fait définit des points d'observation de ah tiens, ok, je remarque que mon regard est parti, ma tête est partie, ma posture, etc. Donc ça veut dire que. Donc c'est un petit peu ce que j'ai détaillé là. Troisième axe, ou troisième quart, c'est très bête en fait, c'est que les enfants souvent leur attention se perd parce qu'ils essaient de faire 15 trucs en même temps. Mais ça peut être tout bête, hein, c'est que vous êtes en train de relire une dictée, ou je sais pas quoi, et il est en train d'écrire, il fait attention à l'orthographe, écrire très bien, et en même temps ne pas perdre un mot, donc il est sur 3 trucs, donc on apprend à décomposer en petites choses simples, on a un petit personnage maxi-moi et puis un mini-moi qui donne des petites missions de quelques minutes, avec un sablier, toi, tu fais ça, donc c'est toujours l'idée de la poutre, j'ai un point A, je fais un point B et c'est tout. Bon. Puis après je fais un point, je souffle, je suis content de moi, etc. Et le dernier axe, qui me paraît très important, qui est en fait de façon sous-jacente, c'est comment faire finalement de toute activité une forme de méditation, même si on n'utilise jamais ça, qui est de définir ce qu'on appelle des programmes attentionnels. Alors comment on rentre dans cette notion? Par exemple, tout simplement, d'essayer de maintenir un bâton c'est une sorte de façon de répondre à la question, mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire être concentré? Vous demandez à être concentré, mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour être concentré? Eh bien, c'est très simple, tu fais ça, par. Je maintiens, l'exercice consiste à maintenir en équilibre le bâton sur la montre. J'ai, parmi toutes les perceptions possibles, il y en a une que je vais devoir privilégier. Cette perception, c'est par exemple la position du bâton, ou même sa vitesse, le fait qu'elle dévie d'équilibre. Donc il y a cette perception. Ensuite, il ne s'agit pas juste de le regarder, il y a une intention qui est de maintenir le bâton en équilibre, qui doit être maintenu pendant tout le temps. Et comment je fais ça? Eh bien, pas en regardant le bâton simplement, parce que c'est bien de faire attention, mais ça suffit pas, il faut réagir. Donc il y a une manière extrêmement précise de réagir au déplacement, au changement de ce qu'on perçoit.
Le bateau est en train de tomber, tout de suite je dois réagir en faisant un mouvement de la main ou du corps. Par exemple, s'il y en a d'autres qui vont utiliser d'autres techniques. Mais en fait, il s'agit d'établir, de privilégier une perception, une manière d'agir, avec une intention et de coupler tout ça. Et ce couplage, pendant tout ce temps-là, il va établir une sorte de connexion avec l'objet d'attention et créer la concentration. Et quand on regarde, là encore, des formes simples de méditation, eh bien, vous avez un objet d'attention particulier. Prenez attention sur le souffle, sur la respiration. Vous avez une perception que vous allez privilégier, qui est le souffle, la respiration. Vous avez une intention, qui est de maintenir l'attention dessus, et une manière d'agir, de réagir, qui est que dès que vous perdez votre objet d'attention, vous y revenez tranquillement. On pourra étendre ça à de l'attention ouverte. Si vous remarquez que votre attention est en train de s'écraser sur une pensée, tout de suite, vous ouvrez, vous laissez, etc. Donc à chaque fois, une perception privilégiée, une intention, une manière d'agir. Donc on leur dit PIM, pouce, index majeur. Perception, intention, manière d'agir. Donc ça, c'est pour une activité très corporelle. Et ensuite, on applique ça à des activités très scolaires qui peuvent être d'écouter un texte pour le retenir, pour le comprendre. Quelqu'un me lit une histoire, là, je privilégie la voix, ma perception. Dès qu'il y a un nom concret, d'animal, je ne sais pas quoi, je m'en fais une image. Je peux représenter, je me fais une image. Et l'intention, c'est d'accumuler ces images pour voir apparaître devant moi une sorte de scène de ce qui se passe. Si l'enfant fait ça de façon continue, à la fin, il a été parfaitement attentif sur l'histoire qui est en train de se raconter. Donc on définit comme ça avec eux des petits programmes pour les grandes activités. Donc pour moi, c'est une forme de méditation. Parce que là, admettons que dans qu'il y ait moins de réticence sur la méditation à l'école, la pratique de la pleine conscience, dans ce cas-là, reste le problème du « ok, bon, on les fait s'asseoir, on les fait se concentrer sur la respiration, etc. » Mais ensuite, on passe à un exercice qui est une lecture de consigne. Comment simplement la pleine conscience là-dedans? C'est-à-dire comment concrètement on garde cet état d'esprit de couplage, de connexion avec l'objet, quand on n'est plus du tout en calme, mais quand on est en pleine action et est en train de faire un exercice intellectuel, qui est presque antinomique avec le fait justement de faire le calme, le vide, etc. Donc il faut à un moment répondre à cette question. Donc voilà. Excusez-moi. Merci pour la question. Croyez-vous que la collaboration d'un animal dans vos ateliers serait favorable? J'y avais jamais pensé. À un moment, ils doivent nettoyer la cage du hamster, du cochon d'Inde. Est-ce que ça compte? Alors, moi, je vous parle de la venue d'un chien qui est un chien médiateur dans les classes ou dans vos expériences. Je pense qu'ils adoreraient. Voilà, en collaboration avec ce que vous faites. Quand vous parlez, par exemple, d'observer une photo, un animal, Oui. Voilà, l'avoir réellement dans la classe, pouvoir observer l'attitude d'un chien, se concentrer sur le chien. Quand vous parlez aussi, nous, quand on se concentre sur un point, par exemple, et qu'on se déplace, par exemple, quand on a envie de sortir, notre corps se déplace un peu, voilà. Ouais. Le chien, quand il a envie, par exemple, de faire quelque chose, il n'a pas la parole, voilà, c'est pouvoir expliquer tout ça. Absolument. À un moment, on leur parle, parce que ce que je dis pas, c'est qu'on a des tas d'affiches, des codes, il y a le mode marionnette. Le mode marionnette, c'est dès qu'il se passe quelque chose, je suis bougé. C'est l'environnement qui me pilote plutôt que moi, qui pilote mon corps. Donc le chien, il est un petit peu dans ce mode marionnette où il y a un bruit, tout de suite il se tourne, il réagit. Et je trouve que ça serait intéressant ce de serait faire pas mal. venir un chien. Donc moi j'ai un chien parfait pour ça. D'accord, et vous habitez Lyon? Ouais, je me déplace parce que je suis très ouverte à ce genre d'expérience. Et voilà, et je me propose pour faire venir mon chien dans un de mes ateliers. Bah, écoutez, Et cette expérience avec vous. on avait une peluche d'abeille, c'est ce qu'on avait de plus proche. En fait, on représente le regard comme une abeille. C'est vrai que comme le regard se déplace sans arrêt, comme une abeille qui va butiner, chercher. Voilà. Oui, attendez, je ne sais pas dans quel ordre. Oui. Par rapport Tac, tac, au tac, regard, tac. vous parlez des accès oculaires en PNL ou ça n'a rien à voir? Non, quelque chose de beaucoup plus simple, juste le regard qui se déplace spontanément. Oui, le regard L'exploration qui va se naturelle. déplacer selon aussi les Oui. pensées ou les émotions. Je pense à, je me souviens, j'imagine. Ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent remarquer à un niveau personnel, sans en faire une règle générale. Ça doit venir d'eux. C'est tiens, oui, puisque justement, à chaque fois que mon regard part comme ça, puisqu'il développe cette conscience du regard.
Enfin, je vais faire tac, 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 tac. Oui, moi j'ai un peu de difficulté à passer de l'attention visuelle à l'attention auditive. C'est beaucoup plus complexe, Oui, oui, oui. parce qu'il n'y a pas d'objet concret. Quand on connaît le développement d'un enfant qui commence avec le concret, le visuel, il peut beaucoup plus Oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous commenceriez avec le visuel. C'est vrai qu'on passe beaucoup par le visuel au départ. D'accord. De toute façon, l'environnement, enfin, le cerveau est très visuel à la base. Il faut savoir que la majorité des aires sensorielles, en termes de territoire cortical, c'est vraiment visuel, sauf si vous avez une déficience particulière. Après, il y a des choses certainement intéressantes à faire sur l'audition. Sur l'audition aussi, on travaille par exemple avec ces programmes attentionnels sur l'écoute. Les instruments de musique de base. Instruments de musique, il y a plein de choses à faire aussi. Séparer les instruments de musique en écoutant le rythme. Après, c'est plus par rapport à rappel. Parce que rappel, c'est vrai que le R, c'est regard. Et la première étude, pardon, peut-être vous avez pas fait. Non, allez-y. La première étude que vous faites actuellement, c'est des enfants de quel âge? Alors, on était parti sur CPCM2. En fait, vous pouvez juste traduire parce que je suis oui, de en bien 6-11 ans. 6 ans. 6 ans, 11 Oui, ans. mais on a des enseignants courageux qui ont dit on commence à 4. Et d'autres qui vont jusqu'à 12, 13, enfin 11, 12. Et comment vous adaptez les exercices suivant l'âge? Qu'est-ce qui est le point central de proposer un tel ou tel exercice à 6 ans et le proposer à 11 ans? Bien sûr, c'est pas la même difficulté. Non, c'est vrai. Donc c'est quoi qui vous guide dans le choix de l'adaptation des... C'est beaucoup l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant lui-même va dire non, celui-là je ne le sens pas cet exercice, je ne vais pas le faire. On avait un exercice une enseignante de moyenne section, donc 4 ans, qui a commencé à faire un exercice que j'avais proposé comme ça, a priori plutôt pour le CM2, mais avec des lettres. Il fallait compter des A, des E, des T. Stop, on arrête tout, on va mettre des ronds, des carrés, des triangles. Non, mais en fait, voilà, c'est là où en fait on est en plein dedans. On est en plein dedans, c'est là où le programme n'est pas terminé, parce que donc on vient de faire un an. Et il y a cette espèce d'appropriation à chaque niveau, de dire voilà, les petits on va faire plutôt ça, mais il y a beaucoup de choses, la poutre, le regard abeille, ça passe, quel que soit, enfin pas quel que soit l'âge, mais parce que je dirais pas que des élèves de seconde vont beaucoup aimer l'image de l'abeille et tout. C'est plutôt avec les plus grands, les plus vieux qu'on a des problèmes. En fait. Et encore une autre question, mais qui a rien à voir avec celle-ci. Si j'ai bien compris, le fait que vous n'utilisiez pas les exercices relié à la respiration, donc avec un contact interne avec le corps, c'est parce que vous avez peur que ce soit trop relié. C'est un peu ça. Parce que c'est un peu ça, mais en fait, une fois qu'on a parlé de ces programmes attentionnels, perception, attention, et ça j'y pense, je pense que l'an prochain je le ferai, rien n'empêche de prendre comme exemple à un moment, comme objet d'attention, comme perception, la respiration. Ça n'empêche pas, une fois qu'on a détaillé tout le contexte général, une application particulière, la respiration. Et du coup, on se retrouve à faire de la pleine conscience. Une des difficultés que je vois, c'est après, les difficultés que je vois, c'est vraiment comment réfléchir à la complexité quand on voit le développement d'un enfant, si on pense à Piaget, le développement des opérations concrètes, formelles, de vraiment réfléchir à adapter pour que les enfants en bas âge, pour que ça ait du sens pour eux. Et ça me semble très complexe. Et quand on parle de l'audition, par exemple, il y a des images mentales. Images mentales, on utilise. On leur demande, on décrit, voilà, je dessine un cercle. On dessine un chat comme ça, mais qu'est-ce que j'ai dessiné? Il y en a qui disent, j'ai vu, c'est un chat. On associe. On met 2 triangles, qu'est-ce que c'est? Et donc, on leur parle d'image mentale. Image mentale à 6 ans. Mais oui, 4 ans, je ne suis pas forcément hyper convaincu. Oui, non, mais mon expérience, alors, elle n'est pas celle-ci. Je suis étonnée, mais j'entends. Par de choses. Leur faire comprendre ce que c'est qu'une image mentale. Mais si je peux me permettre, l'enfant, parce que pour jouer quel âge qu'il est, si je peux me permettre, il se construit des images mentales. À 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et l'idée, c'est de donner chair au final, même à la respiration. Oui, mais la difficulté, c'est de les manipuler. Chair. Comment? Moi, je peux entendre qu'un enfant a des images mentales à cet âge-là. Je crois que la difficulté, c'est de jouer avec. Ah oui, dans le sens c'est d'être un peu plus souple avec. Et ça, il n'y a que l'âge et le développement de l'enfant qui peut. Enfin, moi, j'y dis là-dessus, mais c'est de mon expérience. Après, voilà. C'est juste ça. Vous simplifiez. Par exemple, au lieu de dire raconter toute une histoire pour l'écoute, voilà,
compliqué avec une image super compliquée, comme un mandala à venir, évidemment en 6 ans. Par exemple, vous imaginez, voilà, votre sac avec le crayon à droite et la règle à gauche du cahier. Vous voyez, vous imaginez, maintenant faites ça, un petit délai, c'est pas des images très compliquées, mais ça permet de faire piger le principe. Oui, mais moi, ils sont pour toi, je prendrai tout le monde. Pardon, merci. Oui, je veux bien répondre à toutes les questions. Est-ce que vous avez constaté un déficit attentionnel pour mettre en place un programme comme celui-là, je veux dire récent, quelque chose qui légitime. Ah, qui légitime ça qui légitime. Et puis, je suis étonnée du côté un peu artificiel du support que vous prenez lorsque des activités artistiques comme les dessins, le fait de recopier tout simplement un dessin ou d'écouter une histoire dans une sorte de vacuole, de silence, enfin voilà, de jouer de la musique, c'est des supports. Oui, alors là je me suis peut-être pas très bien exprimé, mais autant que possible on utilise des activités scolaires. Donc les activités que vous décrivez, elles vont servir de support. Autant que possible. En plus parce que de toute façon les profs sont demandeurs. Ils veulent utiliser ce qu'ils font déjà. Pas rajouter des trucs en plus. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'enfants avec des problèmes justement d'attention. Et en même temps, je me dis, on est dans une société où c'est un peu une société zapping, entre la télé, Facebook, où on passe, etc. Ils sont toujours sur leurs écrans, etc. Et vu que vous avez des connaissances en neurologie, etc., j'aimerais savoir quel est l'état de la recherche dans ce sens-là, quel est le lien, s'il y a des recherches qui sont menées sur la structure du cerveau de ces enfants, génération zapping, etc. C'est très compliqué. La recherche, parce que si vous regardez comment sont faites les études scientifiques, c'est une comparaison. Donc on va comparer, il faudrait comparer les enfants avant, il y a 20 ans et maintenant, avec les mêmes méthodes d'imagerie, les mêmes protocoles. Ce qui est impossible parce que ça n'a pas été fait. Pareil pour des tests attentionnels quantifiés, ça n'a pas été fait. Ou alors il faut prendre, maintenant vous allez prendre, allez on va prendre 100 enfants qui sont dans un environnement, qui sont exposés au téléphone portable, etc. et d'autres pas du tout, mais qui malgré tout sont exactement dans le même environnement scolaire, social et tout. C'est vraiment compliqué à faire proprement. Donc là pour l'instant, et ça permet de répondre à votre première question, c'est plus un double constat. Constat des enseignants qui disent l'attention c'est n'importe quoi. Et puis le deuxième c'est que de fait forcément, comme l'attention est un processus de sélection de l'information la plus pertinente parmi toutes celles qui sont disponibles, plus vous avez d'informations autour de vous, plus la sélection va être compliquée et donc plus le système attentionnel va être sollicité. Donc comme il est plus sollicité, et là où quand il commence à y avoir des failles, comme on l'amène un petit peu à un point de rupture. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, ça il n'y a pas de mesure à prendre, de fait c'est plus compliqué d'être attentif maintenant qu'il y a 20-30 ans. Mais je pense au niveau connexion neuronale, etc., la structure c'est s'établit peut-être de manière différente et justement ça serait bien d'avoir des recherches là-dessus, des publications. Mais c'est très compliqué. Après souvent on a l'impression qu'ils sont capables de faire plein de trucs en même temps, mais si vous regardez bien, ce qui superpose, c'est des activités très automatisées. Au niveau du langage, de l'échange social, c'est des petits bouts de phrases très simples. Ça ne demande pas vraiment beaucoup d'attention, c'est pas un discours hyper élaboré, construit, réfléchi. Donc finalement, ils sont plus dans une accumulation d'automatisme, comme on sait tous faire, en même temps, on sait conduire en faisant je sais pas quoi. Voilà. Donc ils ne sont pas forcément plus multitâches que nous pour des choses difficiles. Qui a levé la main depuis très longtemps? Je vais là-bas et puis après depuis très longtemps? Bon, oui. J'avais juste une question sur les résultats du coup de... Est-ce que vous avez déjà des résultats complètement qualitatif pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est que là j'ai développé un test qui mesure, alors, non pas du tout la pleine conscience, mais l'attention focalisée. C'est-à-dire la capacité à rester sur une tâche. De façon continue, vous avez une consigne, vous l'appliquez pendant quelques minutes. Donc ça c'est bien quantifié. On a testé plus de 1000 enfants, on a des normes et tout. Donc ce test-là, il va servir à tester avant, au début et à la fin. Donc on va utiliser ça, on va probablement commencer cette année. Pour l'instant, pour voir si ça marche. Et c'est compliqué parce que du coup, il faut aussi des classes contrôle, etc., qui fassent aussi des interventions, que cette intervention soit également intéressante. Enfin, sans leur faire perdre de temps. Techniquement, pour faire propre, c'est pas évident. Là, pour l'instant, on a juste un ressenti qualitatif qui est que tous les enseignants qui étaient là-dedans, ils repartent, voire même plus. Donc c'est plutôt positif. Et puis que des anecdotes que moi je prends comme positives.
que les enfants ils aiment beaucoup, qu'ils sont motivés, qu'ils sont beaucoup appropriés les codes de la poudre, de l'abeille, de la marionnette, ils les utilisent entre eux. Bon, après, vous avez raison, il faut voir si ça marche. Vraiment. Et juste une deuxième question. Oula, si vous voilà, je vous aurais pas vu. Excusez-moi, mais je pense surtout que plutôt que de se focaliser sur des tests qu'on peut faire aux élèves, face aux enseignants qui regardent ce que ça donne, s'ils sont effectivement, qu'ils sont en gros, il serait quand même préférable de former les enseignants à l'art que l'enfant soit attentif. Et ça, ça existe. Oui, je crois mais que ça serait peut-être plus intéressant. C'est un parti pris. Non, c'est un parti pris parce que. Pourtant, c'est logique. Bah oui, mais moi, venant des neurosciences, à aucun moment j'ai prétendu expliquer aux enseignants leur métier. Non, pas expliquer leur métier, Enfin, leur donner des moyens. Parce que bah, en fait, si vous voulez, je le fais un peu, c'est le cheval de Troie. Oui, c'est-à-dire que mais quand j'estime que ça serait quand même mieux, parce qu'ils seraient quand même plus en confiance dans leur classe, les enseignants, plutôt que d'attendre des gens qui viennent pour que l'enfant soit attentif. Et je me permets, voilà, je ne me suis pas permis jusqu'à maintenant directement de leur dire faites ci, faites ça. Ah non, non, pas faites ci, faites ça. Parce que c'est. Non, des propositions, et ils sont en demande, les enseignants, de propositions pour avoir une classe, avoir confiance en leur classe, etc. C'est logique, je trouve. Mais quand même, ça se fait un peu au fil des ateliers. Mais ça se fait peut-être. Quand tu vois toutes les sources de distraction, le fait de ne pas superposer des consignes compliquées, etc., au fur et à mesure, ils disent peut-être que moi, c'est des choses que je fais, mais je ne vais pas changer. Oui, d'accord. Je continue à prendre les questions, peut-être ici. Vous dites que vous avez un programme pour les 4 à 11. Est-ce que c'est prévu pour les lycéens? Alors, oui, ce serait bien. J'ai fait une première expérience chez les... Après, je vous laisse finir. Une première expérience chez les lycéens, donc c'était les secondes. Et il y en avait un tiers qui ont dit, juste qualitativement, oh c'est génial, dans les feuilles d'évaluation ils mettaient des grands cœurs, des trucs comme ça. Et puis un tiers qui disait, ouais, bon, pourquoi pas. Et puis un tiers qui disait, oui, de toute façon, moi, si ça m'intéresse, je me concentre, donc de toute façon, j'ai pas. Si sinon, si ça m'intéresse pas, je vois pas l'intérêt. Donc on a quand même perdu d'emblée un tiers. On s'est dit qu'on allait peut-être commencer avec les plus petits, qui sont un peu plus frais. Après, peut-être qu'on va développer. Et en fait, ça concerne combien de classes? Et comment vous avez recruté les enseignants? Parce que c'était du pratico-pratique, c'est-à-dire que c'était les collaborations qui existaient. Alors on est pour l'instant sur des établissements privés, parce qu'il faut bien reconnaître qu'au niveau de la prise de décision, et derrière ça va très vite. Une fois que le directeur d'établissement a dit qu'on faisait, tout le monde, il y a moins de strates, mais c'est pas un biais. Des inspecteurs. Pardon ? Il y a eu un blocage des inspecteurs. Non, mais c'est que oui, bon, rentrée 2017, on va commencer, c'est le temps qu'il y ait les 25 signatures. On commence et puis voilà. Mais le but c'est de le faire aussi. Enfin, on a eu une expérience quand même dans un collège public et ça se passe bien, mais quand même. Et puis, j'ai oublié l'autre partie là. Ah oui, nombre de classes. Ouais. Nombre de classes, on est sur une 25-30 classes. Donc ça reste gérable. Voilà. Et puis on a, là cette année, je vais avoir trois personnes qui vont tourner dans les classes pour vraiment voir comment ça se passe, aider. Enfin, c'est super important d'aller dans les classes et de voir comment ça se passe. Si un inspecteur du public vous sollicite, vous seriez partant? Oui, bien sûr, j'ai quelques... Non, mais oui, enfin, consolidons, améliorons ces séquences, validons-les, et puis ensuite, oui. Alors moi, j'ai une question complètement différente parce que je suis une enseignante retraitée et cette année, on a proposé dans mon village que les retraités interviennent pour les fameux temps. Ah oui, voilà. c'est une bonne idée. Quand j'ai parlé de méditation, alors j'ai dit ah oui, vous aussi. Et quand vous avez dit l'attention, je me suis dit chouette. Mais par contre, à ce moment-là, si je fais des ateliers, comme ce sont que 2 classes dans un petit village, j'aurai des enfants de 4 ans à 10 ans, donc ce n'est pas applicable. Ah si, justement. Enfin, 4 ans... Si je puis me permettre... c'est la tranche d'âge qu'on vise. Au niveau du temps des nappes que vous citez, qui a dit ouh par rapport à la méditation? Puisque c'est pas l'éducation nationale, puisque on n'a rien à voir dans l'histoire. Ah non, je peux pas, non, pas du tout.
Donc c'est plutôt la mairie, la municipalité La mairie, certains parents qui tout d'un coup ont fait grise mine. Ah non, je ne suis pas allée assez loin justement pour avoir l'aval de l'académie. On vous expliquera demain, je vous expliquerai comment on peut faire. Mais par contre, je finis. Si vous cherchez quelqu'un pour faire des expériences, moi je veux bien. C'est vrai? Je peux vous envoyer des fiches. Hein. Ah bah oui, ça m'intéresse. Vous êtes où? C'est à moi que vous parlez. Enfin, pas maintenant, hein. Je sais qu'on est dans le ici et maintenant. De façon plus générale. J'habite pas très loin de Genève, entre Genève et Annecy. D'accord. Dans la... Mais j'ai un mail. Ok, d'accord, on se voit. Moi, je voulais juste vous demander, est-ce que vous êtes allé dans d'autres écoles avec d'autres types d'enseignement, type école Montessori Non, pas encore, ça s'est pas présenté. Mais ce serait une bonne idée. Là aussi, un truc qu'on fait, c'est que je suis censé être le correspondant attention maintenant de l'association La Main à la Pâte. Vous savez, qui diffuse la science là. Donc là encore, ça va me permettre peut-être d'accéder à d'autres écoles, différentes. Donc, ce que j'aurais aimé savoir par rapport à la protocole que vous utilisez et celui qui peut être utilisé dans les classes, c'est-à-dire le protocole Business Lab. Oui, bien sûr. Ça marche. Qui est axé qui vient dimanche. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Demain. Demain. Et qui est axé aussi sur la bienveillance, sur l'acceptation de ses émotions, etc. On ne parle pas de techniques associées à des exercices scolaires, justement. Oui. Et moi, je suis enseignante aussi, et ce qu'on remarque à les demandes qu'on peut avoir au niveau de l'école, les constats qu'on fait, c'est qu'il y a une... Bon, on parle de l'attention, les élèves, on manque d'attention, etc. Mais il me semble que l'axe qui me semble le plus important, c'est qu'ils arrivent avec tout leur passif, leurs histoires, leurs émotions, leurs souffrances, etc. Et que l'école est souvent devenue de la part du fait qu'on vit dans une société hyper stressée, etc., que les enseignants eux-mêmes sont en souffrance. On accueille les enfants avec pas tant de bienveillance que ça en fait. Et pour moi la méditation, en tout cas des ateliers de l'attention et la pratique d'une méditation à l'école, c'est-à-dire d'un retour sur soi et sur accepter ce qu'on est au moment où on est, sans jugement. Je n'ai pas entendu dans le protocole. Non, c'est normal parce que j'ai un éclairage qui est uniquement attention. C'est-à-dire que dans ce sens, je comprends bien que c'est des sources de distraction qui sont puissantes, ces aspects émotionnels, le fait d'arriver chargé le matin, mais vraiment ici, elles vont être restées que sous l'aspect attentionnel, c'est-à-dire dans le sens déviation, déséquilibre, etc. Est-ce que c'est pas l'idée pour ça? Ce serait bien, mais je crois qu'à un moment, il faut être conscient de son domaine de compétences. Et c'est volontaire de ma part, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ça doit se faire en partenariat avec quelqu'un qui connaît vraiment les émotions. Parce que sinon, je mets le pied dans un domaine que je connais beaucoup moins bien et je vais dire n'importe quoi. Et est-ce que quand il y a déficit de l'attention, est-ce que justement, c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a une perturbation oui, bien sûr. ou autre? Donc, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est pas obligatoirement, est-ce qu'on peut travailler l'un sans l'autre? Là, il y a c'est peut-être mon passif et mon biais Zen Soto en particulier, où l'accent est pas vraiment mis sur l'accent est vraiment mis sur l'attention, la stabilité, comme point de réponse aux émotions, ou déviation par rapport aux émotions. Donc ça me laisse penser qu'il y a quand même moyen de traiter ces émotions, d'y réagir, de vivre avec de cette façon. C'est ça, et d'ailleurs pour rebondir sur ce que vous dites, justement, cette approche, même si elle est moins centrée sur cet aspect émotionnel et sa prise en charge, elle est malgré tout, l'approche peut quand même être opérante à ce niveau-là, puisqu'on c'est une pratique de l'attention. On sait que le simple fait d'être dans l'attention va faire que ça va accélérer la désintégration aussi de tout ce qui peut être gênant au plan émotionnel. Donc on peut se dire que finalement, même si l'approche n'axe pas dessus, et comme vous dites, c'est pas spécialement votre école, et ça n'empêche pas que ce soit opérant à ce niveau-là. Ouais. Mais Antoine Lutz, vous avez vu tout à l'heure, donc lui, régulièrement, il me titille en disant, mais et la compassion, la compassion, la compassion. Et je lui dis, mais tu as parfaitement raison, mais c'est pas moi qui le ferai. Parce que voilà. Faites venir Mathieu Ricard, faites venir. Non, il faut savoir voilà, là où on est mauvais. Et... Pardon, je ne veux pas dire que une compassion. Vous pensez que
C'est en lien. Non, allez-y, je dois reprendre des questions. Du coup, c'était en lien avec ce qui vient d'être dit par rapport à ma pratique où je suis psychologue. Oui. Et où j'ai intégré en fait cette question de l'attention de ce qui se passe par rapport au corps, sans aller chercher très loin. Et j'ai que des réponses qualitatives. Bien sûr. Et du coup, ce que je ne sais plus qui a dit, mais c'est vrai que ça désintègre le fait d'être attentif à ce qui se passe, sans l'intellectualiser, juste en le nommant, par exemple, eh bien, ça crée une attention qui, de mon expérience, en tout cas là où j'en suis, a tendance à réduire en fait l'envahissement émotionnel et à faire que c'est traité différemment. Et cette espèce de petit découpage, ce saucissonnage de la vie mentale avec le regard, à 3-4 fois par seconde, ça a aussi tendance à pas mal couper. C'est-à-dire que les grosses montagnes, elles ont tendance à se désintégrer en petites particules Une question aspirateurs. Sur l'émotionnel que Madame parlait, vous parlez que ça se désintègre, c'est refoulé Non. Non, c'est plutôt c'est pas refoulé, parce que si c'est refoulé, il y aura une sorte d'énergie qui est prête à bondir comme un ressort. Là. Et comment vous pouvez savoir si c'est refoulé? Pardon? Comment vous pouvez savoir? Comment je peux savoir moi? Vous l'avez fait sur vous? Ah oui, bah, comment vous savez que c'est refoulé? Il y a un atelier Claire Petit-Mangin pour aider à expliciter ce que c'est. C'est juste pour voir la sensation. Parce que c'est atteignable en fait. On peut ça devient un objet qu'on peut utiliser, qu'on peut observer, on ne le fait pas disparaître, mais ça prend une autre forme. C'est-à-dire. Donc c'est toujours présent là. Oui, c'est ça. Donc c'est toujours quelque part. On peut le nommer différemment, mais. C'est vraiment d'autres dimensions qui sont favorisées de cette émotion. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit quelque chose qui envahit et qui nous dépasse, ça devient je parle d'objet, on pourrait utiliser un autre mot, un objet qui devient manipulable, qu'on peut observer, sur lequel on peut agir et puis décider de laisser de côté. Qui est stocké. Alors stocké soit non, mais qui peut être stocké en séance, par exemple, qui peut m'être transmis. Après, il faudrait rentrer dans les détails. Je retiens personne prisonnier, si jamais on peut continuer à répondre aux questions si on qui veut partir. Mais qu'en est-il des qualités humaines que l'éducation nationale, à mon sens, est supposée transmettre aussi, puisque il y a des comportements. Il y a un moment dans le collège, on avait des grilles à remplir sur les comportements des élèves et de mettre une note de vie scolaire, par exemple. À quel moment on met l'attention là-dessus? Parce que ça peut être l'objet d'ouverture à l'autre, d'altruisme, dans des programmes qui sont déjà existants, avec Einstein, le Mind with Heart. Elle est un peu partout l'attention. L'ouverture en fait aux autres, la bienveillance, ça fait pas partie. Vous voulez rebondir là-dessus? Oui. Et puis ce qui a été dit avant, moi je crois que ce que vous apportez vous, c'est un exercice d'attention. Oui, on parle de pleine conscience, on parle d'autre chose. Vous parlez des émotions, il y a d'autres exercices pour les régulations des émotions, c'est autre chose. Probablement, la bienveillance et tout ce qui est complémentaire. Mais vous, ce que vous apportez, c'est une partie, si on regarde dans le vaste domaine de la pleine conscience et de la méditation, c'est une énorme partie, mais toute petite, je veux dire, c'est une partie. Et je crois que c'est des exercices, si j'ai bien compris, ce sont des exercices de l'attention. Et ça ne remet pas en question ni la bienveillance, ni la régulation des émotions, ni la compassion, ni tout ce que le vaste champ de la méditation nous offre. Mais vous avez choisi ça parce que tout simplement, vous vous cassez la figure avec l'éducation nationale, comme nous, on se casse la figure avec l'instruction publique. Donc vous entrez par cette porte-là. Parce que c'est ma compétence aussi. Oui, ben voilà. Mais c'est important j'avais l'impression que votre discours c'était un peu mélangé. C'est des choses différentes. Non, j'essayais de faire le lien entre comment utiliser, quand on peut utiliser l'attention de façon très basique, en fait on peut aussi, parce que quelqu'un parlait des émotions, donc j'essayais de faire ce lien, où avec des choses très simples sur l'attention, ça a aussi
Voilà. Parce que moi, je trouvais que la remarque de monsieur, elle était très pertinente. Oui, je veux dire, cette énergie émotionnelle, elle est quelque part. Hein. On ne peut pas se dire, bon, on ne s'occupe pas de ça, mais c'est autre chose qu'on fait là. On est d'accord, on est d'accord. Oui, oui, exactement. Ouais. Qui ressent une frustration de ne pas avoir pu poser une question en présence? D'accord. Vous avez parlé d'un programme de 20 séances d'1 heure. Ouais, ça vous fait ça. Oui. À raison d'1 heure par semaine. Les 6e, 5e n'ont un peu plus que ça. Oui, c'est cet ordre-là. Mais c'est pas encore imposé, formalisé complètement. Et est-ce qu'il y a un relais justement pour que les enseignants, en dehors de ces séances, puissent utiliser vos fiches? Alors oui. Ça c'est important. Et avec les parents, c'est ma dernière question. Oui, alors le relais, en fait, ce qu'on veut, c'est que ces séances d'1 heure, elles servent en fait, à exposer les outils. Et après, il y a l'utilisation des outils en face. Donc par exemple, il y a le fait de détecter, d'identifier ces problèmes attentionnels, entre guillemets, de leur mettre un nom dessus, de les comprendre, et puis de réguler, c'est-à-dire de savoir y réagir. Donc par exemple, les programmes attentionnels, les PIM, ça s'applique à des exercices scolaires. Une dictée, ok, donc je mets ça en place. Vous travaillez avec les enseignants Bah oui, pour oui, qu'eux bien sûr, puissent les mettre en place sans vous? Oui. Ah, Et l'idée, c'est quelque chose de... Ah oui, non, parce que sinon ça marche pas. Le but, c'est de faire les exercices les plus superposables possibles au programme scolaire, que ça ne demande pas du temps en plus. Alors les 20 heures, c'est un peu des heures en plus, mais le reste, normalement, c'est collé, ça leur ne demande pas plus. Et avec les parents, il y a... Avec les parents, pour l'instant, ils entendent parler de piles, de PAM, de Vous faites des présentations? Oui, je fais des conférences. Chaque année, je fais une conférence aux parents d'élèves dans chacune des écoles. Mais vous êtes d'où? D'où à Lyon. Mais en fait, on travaille sur Lyon et Grenoble. Mais Grenoble, pour l'instant, pour des raisons d'éloignement, c'est encore un petit peu balbutiant. C'est eux qui prennent en charge la transition primaire-collège, avec le CM2, 6e, 5e. On commence comme ça. Mais qui forme alors qui intervient dans les classes pour l'instant? Pour l'instant, c'est les enseignants. Et les enseignants sont formés avant moi, je vois les enseignants. Donc, il n'y a que vous qui faites pour l'instant? Oui. C'est vous qui formez les enseignants? Moi, je forme les enseignants. Est-ce que vous formez les enseignants pour former d'autres enseignants? Alors, c'est une très bonne question. À un moment, ce système va finir par atteindre sa limite. C'est-à-dire s'il doit former tout le monde. Une ampleur. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que les contacts avec la main à la pâte, par exemple, vont pouvoir peut-être m'aider, parce qu'ils ont l'habitude de ça. De ce problème-là, ils ont été confrontés. Comment former des formateurs de... Il ne peut pas y avoir des enseignants qui... ce serait l'idéal. Qui forment d'autres enseignants. C'est idéal. Donc il faut recruter des gens motivés. Il faut recruter des gens motivés. Voilà. Question. Vous avez décidé de travailler avec l'éducation nationale et de ne pas toucher du tout le milieu complètement thématique. Dans le sens que, par exemple, moi je travaille avec une ville qui s'appelle Auroville, il n'y a aucune décision délibérée. Oui, et là il y a eu une demande de la part des écoles. Maintenant c'est une ville qui a plus ou moins 40 ans, donc ils ont commencé tout un programme depuis 25 ans qui s'appelle Awareness to the Body, l'éveil de la conscience par le corps. Et qui a mis vraiment l'accent sur tout un cycle d'expérience avec les enfants, pas seulement les enfants, mais aussi avec les adultes, qui met en place un peu ce dont vous parlez, mais de façon complètement libre. Donc en faisant vraiment avec un programme complètement alternatif et complètement indépendant. Je pense que tout ce réseau-là, c'est pareil Montessori, sont quand même des bons terreaux pour expérimenter, parce qu'ils ont cette liberté, donc ça peut se prendre assez facilement pour ceux qui trouveront ça utile. Est-ce que ces outils là que vous avez mis au point, est-ce qu'ils sont partageables? Oui, alors pour l'instant, donc le but, le projet, donc tous les outils sont basés sur, alors pub, je viens de sortir un bouquin qui s'appelle Le cerveau funambule chez Odile Jacob. Vous savez bien que c'est pas pour gagner de l'argent, parce que c'est pas avec le pauvre euro qu'on gagne pour chaque livre vendu. Non, c'est juste parce qu'il a le mérite d'exister. Donc il parle de ce sens de l'équilibre attentionnel, etc. Donc voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, le cerveau funambule. Nous, dans le projet, en fait, le projet est financé par l'Agence nationale pour la recherche. Et on s'est engagé, peut-être un peu trop, à la fin à sortir un livre qui explique exactement les séquences pédagogiques, comment elles marchent, leur évaluation, les commentaires des enseignants, de certains élèves. Donc ça, c'est ce qu'on doit sortir comme livrable à la fin des 3 ans.
Voilà, ça s'appellera je sais pas comment. Ah, c'est grave de 2 ans. Il n'y a pas de nom Ça s'appelle Atoll, programme Atoll, attentif à l'école. Ah. Il faut bien trouver un nom. APOL d'ailleurs. Ça veut dire que la spiritualité à l'école, c'est pas pour demain. Bah, vous avez tout l'enseignement catholique, par exemple, donc c'est une émission. En tout cas, c'est pas moi qui m'en occuperai. Sauf si vous assimilez à l'attention les déplacements de l'esprit, dans ce cas, oui, c'est très spirituel.